Lucas, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, est de défendre TCS qui fait face depuis plusieurs semaines maintenant à des attaques informatiques ciblées. Prenez garde, notre terrible hacker pourrait bien se révéler ce soir. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm mon petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans The Cinema Show. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est l'avant-dernière de la saison. Donc vraiment, on est dans la bonne humeur, ça va être beau. Mais alors, aujourd'hui je suis accompagné d'une super team. On a le très très beau Jonathan. Oh. Très très beau. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi le très très sexy Costa. Ouh. Très très sexy. Merci. Et mon ami acolyte, frérot, on a tué un homme à Cannes et on a jeté son corps dans un fossé, poteau, équipier / fidèle destrier, Hugo. Il y a des trucs qu'on avait dit qu'on parlait pas, genre destrier, on avait dit on disait pas ça. C'est vrai, pardon. Il a pas dit que t'étais beau ou sexy. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que nous maintenant on se regarde, on sait quoi. Ah, vraiment, je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait mal se... Attendez, je crois que quelqu'un s'est introduit sur les serveurs de TCS. Ok, la régie est attaquée. Ok, je répète, la régie est attaquée. On reçoit une transmission inconnue. Passez-la, allez-y. Bonsoir, chers cinéphiles. Je suis désolé d'interrompre votre programme, mais il semblerait que vous ayez oublié quelque chose ce soir. En effet, je ne suis pas présent, et cela est plus qu'intolérable. Comment peut-on faire une émission sans moi? Moi qui, pendant 2 ans, a été dévoué entièrement à cette radio et à cette émission. Moi qui ai présenté les plus belles émissions. N'avez-vous pas honte, TCS? Mais je vais bientôt vous faire regretter tout ça. Je vous ai enregistré depuis 2 ans maintenant. Et j'étudie le moindre geste, le moindre acte, la moindre parole, la moindre moquerie à mon encontre. Et maintenant, vous allez tous payer. Vous allez tous payer, ma vengeance est prête, et croyez-moi, vous allez tous regretter de faire ces émissions sans moi. Si je ne suis pas là, personne ne sera là. Oh mon dieu, je crois que Maxime va détruire l'émission, merde. Donc la prophétie sur l'émission de La Légende d'Oshi était vraie. Ok, la dernière fois on n'a peut-être pas réussi à la casser, mais cette fois on va y arriver. Donc Yanis envoie ce message à tous les chroniqueurs de Cinéma Show qui sont encore en vie, qu'ils soient en France ou de Navarre. On a besoin de tout le monde. Donc appel à tous de Cinéma Show. Nous faisons face à une terrible menace. Maxime veut annihiler l'émission. Je répète, Maxime veut annihiler l'émission. Appel à tous les chroniqueurs. Nous avons besoin d'aide vite. Utilisez votre cinéphilie pour l'arrêter.
On va voir si on reçoit des réponses dans les minutes qui viennent. Recentrons-nous sur l'émission, même si c'est difficile. On est des journalistes, on se doit d'informer. Donc comme chaque mercredi, on débriefe pendant 1h30 de l'actualité ciné. On va donc parler ce soir de Life of Chuck de Mike Flanagan, Indomptable de Thomas N'Gijol et Différente de Lola Doyon. On enchaînera ensuite sur un petit reportage de notre cher Costa, avec qui on parlera ensuite du festival auquel il est allé. Oh oui. Et on finira avec nos recos, mais surtout avec l'un des légendaires quiz de Marie qui sera donc présenté par Costa. Chanté. Peut-être que ça nous sauvera. Mais en attendant, on va commencer avec les news de qui ? Les news de Costa. Je crois que c'est moi. Les news de Costa. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Sans plus attendre, on entame cette page de news avec notre traditionnel mercato de la semaine. Déjà, j'espère que Maxime ne va pas bousiller ma news parce que sinon, c'est un bel enfoiré. Il n'a pas touché à ton texte ? J'espère. Je regarde, c'est bon, tout va bien. Ok, donc Amazon MGM Studio a publié une bande spéciale pour annoncer que Spaceball 2 avance à grands pas. Et pas avec n'importe qui, puisqu'il a déjà joué dans le premier film il a 38 ans. Le légendaire Mel Brooks. L'humoriste et cinéaste, véritable monstre sacré aux États-Unis, a signé quelques-unes des comédies les plus célèbres du répertoire américain, comme Frankenstein Jr. ou encore La folle histoire du monde. Mais son best-seller, c'est bien évidemment La folle histoire de l'espace, aka Spaceball. Parodie qui se fout ouvertement de la gueule de Star Wars. Brooksy, comme j'aime l'appeler, devrait également reprendre son rôle de Yogourt, la version comique de Yoda dans Spaceball, lancement prévu pour 2027. Oh Dieu, Costa, mais continue de me régaler avec tes news, j'en veux plus, bordel. T'inquiète pas, bébé. Oh, lâche-moi le bras, c'est relou là. Ah, excuse-moi, je me suis fait distraire. Alors, A24 va faire un film d'horreur sur les backrooms. Ayant beaucoup tourné sur Internet, cette légende urbaine serait un lieu composé de plusieurs pièces vides jaunes, similaires laissant entrevoir une dimension parallèle. Mais le plus fou dans tout ça, c'est le youtubeur Kane Person qui réalisera le film. Et il a 19 ans. Il devient le plus jeune cinéaste de l'histoire du studio. Alors, je vous rassure, l'un des studios les plus en vogue n'est pas au fond du gouffre pour donner sa thune à un Michou bis. Parce que Kane Person est en vérité le créateur de la série virale sur les backrooms. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est son casting. Puisque Kane a vu les choses en grand, on aura Chiwetel Ejiofor, nommé aux Oscars pour sa performance dans 12 Years a Slave, et ni plus ni moins que mon amoureuse, Renate Reinsve, surtout connue pour la comédie romantique Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. Le tournage du film devrait débuter cet été. Côté animation, tu as des choses à me dire, je crois. Très perspicace, Lucas. Merci. Du 7 au 14 juin. C'était le Festival international du film d'animation d'Annecy et j'ai plein d'infos pour vous. Abreuve-nous. Netflix a ainsi dévoilé les premières images de Stranger Things, Tales from 85. Le premier spin-off de la série phare de Netflix se déroule entre les saisons 2 et 3 et Eleven et ses amis seront bien présents là pour affronter de nouveaux ennemis. Mais c'est surtout Quick, Fixed en version originale, film d'animation pour adultes qui semble avoir marqué les esprits. Il s'agit de la prochaine création de Candy Tartakovsky, papa de plusieurs séries comme le laboratoire de Dexter, Samurai Jack ou encore Star Wars Clone Wars. Du côté de Pixar, le studio a dévoilé des détails sur leur prochain film Gâteau, qui suivra un chat noir mélomane, Nero, dont l'existence est décrite comme un véritable enfer. Un chat noir mélomane, un chat noir en film d'animation. Ah, ça me dit un truc. Bon, bref. Il sera réalisé par l'italien Enrico Casarosa, déjà réalisateur du film Pixar Luca, sorti en 2021, et qui se passait aussi en Italie, sortie prévue pour 2027 au cinéma. Et puis, l'info qui me régale, c'est que les bêtisiers post-crédit qu'il y avait dans les films Pixar reviennent après 24 longues années d'intente. Sans aucune justification, Pixar avait arrêté les faux bêtisiers après Monstres et compagnie en 2001, mais ont décidé pour notre plus grand bonheur de reprendre des bloopers pour le film Helio qui sort aujourd'hui en salle. Alors, quelle news de ce mercato vous pique le plus intérêt ? Moi, c'est Spaceballs, forcément. Je suis tellement content. Alors, j'ai peur, mais je suis content, parce que Spaceballs, c'est vraiment toute mon adolescence, les comédies américaines. C'est le moment où je regardais les comédies américaines de ce style-là, et j'ai trop hâte de revoir un film de ce style-là et de revoir Mel Brooks au cinéma. Il aura 100 ans quand ça va sortir. Oui, c'est pour ça qu'il faut croiser les doigts là, il a 98 ans, le film sort en 2027, il aura 100 ans. Donc le film va sortir pour ses 100 ans. Après Quick, le Jendy Tartakovsky est très content aussi.
On continue ces excellentes news avec Disney et Universal qui portent plainte contre l'IA. Merci pour le compliment Lucas, toi aussi t'es super. Je continue. Il n'y a pas que Israël et l'Iran qui entrent en guerre, mais aussi des studios contre l'IA. Disney et Universal poursuivent en justice l'entreprise d'intelligence artificielle Midjourney, l'accusant d'avoir utilisé illégalement des milliers d'images protégées par le droit d'auteur pour entraîner son IA. En même temps, Midjourney espère proposer d'ici à quelques mois un outil où les utilisateurs pourraient imaginer des films d'un simple clic. L'intelligence artificielle est un sujet sensible pour les géants d'Hollywood. Ils portent plainte, mais aussi sont pointés du doigt pour leur recours abusif à l'IA. Paradoxal, dis donc. Pour les géants du cinéma, c'est une bataille cruciale pour protéger la propriété intellectuelle et surtout ne pas perdre de thunes. Alors selon vous, que présage cette bataille judiciaire ? Bonne question, mais ouais, c'est un peu, comment on dit, c'est un peu le Roquefort qui dit au camembert tu pues. J'adore cette expression. Si je peux me permettre l'expression. Non, parce que c'est vrai que quand on voit que Hollywood était en bataille avec l'IA lors des grèves avec les scénaristes et les acteurs, assez drôle de les voir changer. Enfin, comment dire, je pense que c'est une question financière plus que éthique, mais à voir. J'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Je suis assez désespéré vis-à-vis de l'utilisation de l'IA. Il réalise aussi qu'avec l'IA, le copyright, ça va commencer à devenir compliqué de le maintenir, quoi. Donc, il faut savoir très vite où est-ce qu'ils vont se situer, parce que est-ce qu'ils vont essayer de s'investir dans la brèche et potentiellement d'irradier au copyright, ou vraiment protéger les droits d'auteur comme ils l'ont fait depuis des dizaines d'années, quoi. Dans tous les cas, il faudra mettre des règles, parce que sans les règles, ça va devenir l'anarchie totale. Donc, les règles seront importantes, notamment au niveau du droit d'auteur, oui. Le cinéma a sa date et un studio en particulier a fêté quelque chose récemment. Peux-tu nous en dire plus, mon Costa d'amour ? Pour célébrer les 130 ans de Gaumont, la société et la Fémis ont transformé le Petit Palais en ciné-expérience immersif. De 20h à 2h, cinéastes, comédiens se sont succédés pour évoquer devant une foule de cinéphiles leurs plus beaux souvenirs de cinéma. Des mash-ups de films et des projections de courts-métrages exclusifs d'anciens élèves de la Fémis comme François Ozon et Théoto Rendez-vous. On a notamment pu entendre le réalisateur Michel Hazanavicius, Jean-Pascal Zadi ou encore le réal Little Jaffna, Laurence Valine. Petit point histoire, Gaumont est la plus vieille société de production cinématographique encore en activité et a réaffirmé son engagement à transmettre pour réunir son patrimoine cinématographique. Si je peux me permettre, Cocorico. Que pensez-vous de cet événement ? Pas le film Cocorico. Ah oui, okay. Pardon. Excusez-moi, j'aurais dû rectifier. Je trouve qu'il y a un deuxième qui est en cours. Mais... Ouais, oh mon Dieu, c'est vrai. C'est Pâté, je crois, donc c'est pas Gaumont, donc c'est pas le sujet. Je sais même. Mais... Pas le sujet. Ok, ouais. Non, franchement, c'est l'anniversaire de Gaumont. Non, je sais pas. Bravo. Joyeux anniversaire. Bon, après, Gaumont, c'est tellement large que je peux pas dire c'est des bons ou c'est des mauvais films, quoi. Il y a énormément de trucs. Ils ont fait OSS 117. Et ils ont fait les trois, quoi. Donc, c'est là qu'on voit l'écart. Non. Donc, ils ont fait Intouchable. Oui, non. Ils ont fait Les Visiteurs et les trois aussi, non ? Oui, voilà. Et ils ont pas fait des Luc Besson aussi. Si, pas mal. Voilà. Parce qu'en plus, ils ont fait des séances où ils faisaient les pépites de Gaumont et il y avait parmi les films en projection, il y avait Léon, 5e élément, ce qui est un peu terrible du coup. Après, bon, si, écoute, moi j'aime bien le 5e élément. Bon, bah voilà. Bon, merci Costa, j'allais t'appeler Cocta. Oh, mais j'adore. Merci Costa pour toutes ces actualités. Ah, ok, on a une réponse. On a une première réponse pour l'appel à l'aide. Maxime, passez la vidéo. Pardon. Appel à tous de Cinéma Show. Nous faisons face à une terrible menace. Maxime veut annihiler l'émission. Je répète, Maxime veut annihiler l'émission. Appel à tous les chroniqueurs. Nous avons besoin d'aide. Vite, utilisez votre cinéphilie pour l'arrêter. Putain de traître. Il a osé. Allons lui casser la gueule. Où il se cache? Il a installé les caméras sous haute surveillance partout dans TCS. Écoute-moi, Maxime. L'un des meilleurs films au monde est bien entendu Resident Evil, chapitre final. C'est peut-être le meilleur film de la saga de Paul W.S. Anderson. Tu m'entends? Dans ton taxi, tu peux te le fourrer là où je le pense. Maxime. Même le détergent ne peut rien faire à ces goûts de merde. Ouais, merci Valentin. Ah bah trop fort. Je suis pas sûr que... Enfin, quand je parlais d'utiliser votre cinéphilie pour combattre Maxime, c'était plus dans le...
je voulais plus qu'on le mette face à des bons films. Enfin, je crois pas, c'est top. Resident Evil chapitre final. Non, c'est peut-être pas le sujet des débats d'aujourd'hui. Mais ok, bon, bah, j'espère qu'on aura d'autres réponses quand même. Bon, sinon on est dans la merde. Hein. Bon, comme chaque mercredi, 3 films sont au programme de nos débats. Un film qui raconte l'histoire d'un policier autiste joué par Tom Hiddleston et qui danse avec une journaliste camerounaise. Ah, je crois. Ah putain, j'ai encore tout mélangé. Bon, on commence avec un feel-good movie par le réalisateur de Dr. Sleep et du prochain film d'Exorciste, adapté d'une nouvelle de l'auteur de Sa Kujo ou Kari. Non, je me suis pas trompé. Bon, bah, la Life of Chuck, donc. When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. It won't lie to you. It's pure that way. You might see a lot more than you wanted. But if you have heart, you have hope. And you have heart in you. The world, Chuck. Everything you've ever loved. Everything you see. Every year that you live, that world will get bigger and brighter. And more detailed and complex. You fill the whole thing. It'll be a universe. Isn't that wonderful? Ça parle de la vie extraordinaire d'un homme ordinaire, raconté en 3 chapitres. Merci Chuck. Voilà, c'est le synopsis officiel que je viens de vous lire en entier. Au casting, Tom Hiddleston, Mark Hamill, Karen Gillan, Chiwetel Ejiofor, Jacob Tremblay, Matthew Lillard, Benjamin Pajak, Nick Offerman, David Dasmalkian, Mia Sara, Kate Siegel, Annalise Basso ou encore Carl Lumbly. Sans plus tarder, Costa, qu'as-tu pensé de Life of Chuck ? Eh ben écoute, film très sympa. Je pense que j'ai beaucoup souri devant ce film et en même temps j'ai eu très peur. Surtout, je pense à la scène de danse qui m'a. J'étais en train de danser. C'était. Pour moi, c'est les moments de cinéma qui sont vraiment géniaux. C'était toi dans ma séance qui était sur les sièges. Oh là là, c'est chiant. Non, moi j'étais le mec chiant qui faisait bouger mon porte-clés, donc qui faisait beaucoup de bruit. Bref. Ok. Non, c'est un film très sympa, très belle mise en scène. Moi surtout, c'est le petit Chuck ado qui m'a subjugué. Je pense que j'ai l'impression qu'il vole dans le cas la vedette à tous les autres comédiens et comédiennes dans le film. Après, moi j'avoue, il y a juste une grosse incohérence et je comprends pas. C'est comment ça se fait que le professeur ne bouge pas de vieillesse alors que le petit arrive à avoir 14 ans puis après 40 ans. C'est je pense que c'est complètement voulu. Hein, mais j'avoue que c'est quelque chose que je pense parce qu'il n'y a pas que il y a pas que le prof. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que sa femme d'ailleurs. C'est vrai. Il y a plusieurs personnages. Il y a la petite fille par exemple, la petite fille qui fait du roller. Ah oui, effectivement. Et oui. Mais je ne m'étendrai pas. je vais vous laisser parler. Mais non, un film très intéressant et moi j'ai surtout aimé le début et la fin. J'avoue que le milieu de partie j'ai eu juste un petit baissement, mais c'est tout. Mais non. Parce qu'on va peut-être préciser dans quel sens on en parle, parce que du coup, le film, il faut préciser, il est à l'envers. Donc, c'est vrai. Parce que, alors, vas-y, je te laisse expliquer. Hein. Alors, parce qu'en fait, le film commence par un acte 3, puis il y a un acte 2, puis un acte 1. C'est ça. Du coup, quand on parle du début, c'est la fin du film, en fait, techniquement. Oui, mais on va parler du début du film qu'on a vu, qui est la fin de l'histoire. Ok, d'accord. T'as vraiment spoilé là. Moi, c'est pas vraiment un spoil. Ah, pardon, sorry. Le film c'est un peu comme Irréversible, non? Rien à voir. Plus jamais. C'est le irréversible bisounours. Ouais, c'est ça. Ouais. Irréversible, mais ça va.
Dis-moi Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup ému. Alors contrairement à toi, j'ai vraiment préféré l'acte 3 et l'acte 2 parce que l'acte 1 je l'ai très lourd en termes de narration. Ouais. C'est le plus long. C'est le plus long, mais surtout il est hyper explicatif, hyper verbeux. Enfin, il y a une voix off en plus ultra lourde. Alors c'est Nick Offerman, il a énormément de charisme. Je me permets, Hugo dans le chat, Hugo qui dit waouh, c'est tellement méta de faire un film à l'envers, c'est tellement une idée de fou. Non, on rappelle que tu défends Megalopolis. Donc, voilà, Megalopolis qui est monté de manière anarchique. Hugo. Non, mais franchement, c'est un film qui est ultra émouvant. Genre, c'est vraiment en plus le synopsis comment bien, c'est juste la vie d'un gars. Mais avec sa perception du monde, de la vie et tout. Et c'est ça ce qui fait vraiment son truc unique, c'est que cette perception, elle est un petit peu particulière, elle est nourrie par beaucoup de choses. Et c'est le fait de le voir à travers ça qui le rend vraiment intéressant. Et puis bien sûr, j'aimerais savoir danser comme Tom Hiddleston par pitié. Qu'est-ce qu'il danse bien? Je suis sûr qu'ils l'ont pris en tant qu'acteur juste parce qu'il dansait bien de base dans la vie réelle. Ah oui, parce que quel danseur. parce qu'en plus, il a pas tant. Alors honnêtement, il a pas tant de scènes que ça. Oui, il a pas tant de temps d'écran. Non, c'est vrai. Hein. Il a vraiment pas beaucoup de temps d'écran. Marketing est un peu, je trouve, un peu mensonger là-dessus, quoi. Et même en plus, moi j'avoue que j'avais peur parce que j'ai vu pas mal de critiques honnêtement avant le film disant que c'était quand même un film très naïf. Donc un peu comme les films de Zemeckis par exemple. Moi je vois pas de problème à ce qu'un film soit naïf. Et en fait justement je trouve qu'il est pas naïf, c'est que en fait il est juste très optimiste et que justement il dépasse jamais ce déséquilibre de un film un peu trop naïf et inconscient de la réalité des voilà quoi. Donc super intéressant. Jonathan. Bah, c'est vrai que c'est un avis qui est pas définitif parce que je sens que c'est un film que je vais avoir besoin de revoir pour vraiment l'analyser de manière sereine. Donc mon avis va peut-être changer au fur peut-être avec le second visionnage qui arrivera bientôt. Mais je trouve que la construction antéchronologique est assez intéressante parce qu'elle dévoile une part de mystère qui est assez bienvenue parce que j'ai l'impression qu'on sait pas du tout où on navigue. C'est vrai que donc la troisième partie qui est donc la première nous donne très très peu d'éléments et on sait vraiment pas du tout où on est et c'est pour ça tu parlais de Zemeckis et tout, la naïveté après j'ai compris au fur et à mesure du film, me dire ok on est plus dans ce move là de Zemeckis, un peu Spielberg, un peu le côté Forrest Gump, ce côté très naïf, très premier degré mais qui est aussi très très beau et je trouve ça bien aussi cette manière, bon ça vient du bouquin mais qu'il éclate sa narration. Et du coup, ça donne des tonalités à la fois émotionnelles et narratives assez différentes parce que on commence avec un truc très apocalyptique, très fin du monde, un peu mélancolique. Après, on passe sur une scène de danse qui dure, je sais pas, j'ai l'impression que ça dure. Elle est pas très longue en plus, 30 minutes, un truc pas répété, ouais. Mais du coup, la séquence quand même est assez longue et en fait, j'étais surpris. Je me suis dit, attends, là, on est en train vraiment de passer la seconde partie du film juste avec une danse, donc ça s'accordait une liberté que je trouvais assez folle. Et après je te rejoins peut-être un peu plus sur la troisième partie Hugo où j'ai un poil décroché, mais c'est pour ça que j'aimerais bien le revoir pour me rendre compte si c'est un peu de la faute du film en tant que tel, si j'ai décroché parce que un petit peu lourd ou si parce que moi j'étais dans un mood un peu particulier. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu décroché du fait de la lourdeur alors qu'avant il y avait vraiment des émotions très claires qui se dégageaient du film et de manière assez innovante quoi. Et puis justement tu parles de Spielberg, mais en fait en voyant le film j'ai beaucoup pensé à The Fabelmans. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment le même sentiment. Je pense que Spielberg et Stephen King ont la même culture, c'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup de lieux, de scènes qui m'ont beaucoup fait penser à Fabelmans en tout cas quoi. Mais moi, je suis très très client de ce genre de film que vous qualifiez de naïf. Pour moi, c'est pas un défaut. Hein. Ah ouais, non, moi, je trouve vraiment pas du tout un défaut. J'adore ce genre de film. J'ai adoré Here, donc. Ouais, j'ai ces films qui sont juste résolument positifs et qui essaient de te faire porter un avis positif sur la vie, même en parlant. C'est-à-dire que moi, la première partie m'a terrassé. La première partie m'a terrassé autant dans son utilisation des effets spéciaux que je m'attendais pas à voir. Comme ça, c'est-à-dire que la toute fin de la dernière partie est très très impressionnante, également au niveau du montage son, vraiment assez dingue. Mais surtout, quand je suis allé voir Life of Chuck, je m'attendais pas du tout à avoir cette partie fin du monde, tu vois, au début, ni à ce que ce soit monté de cette manière-là. Donc je me suis vraiment laissé surprendre, alors que je l'attendais beaucoup. Je me suis vraiment laissé surprendre par le truc, et ça, je trouve que ça fait du bien. Tu vois, comme film. Ça fait vraiment du bien. C'est un film qui est positif, qui essaie de te faire avoir un regard
positif et plein d'entrain sur la vie et sur la façon de la vivre, tout en te posant des sujets quand même difficiles. Je trouve que c'est très très fort, et Mike Flanagan fait un petit caméo dans le film, et ça je suis content. Et même en plus, je viens de penser, mais en fait la première partie, on nous vend un film et en fait d'un coup ça devient un autre film. Même par exemple, je pense aux pubs. En fait, au final, on n'a jamais de réponse sur en fait, d'où viennent ces pubs. Et en fait, c'est vrai que la première partie était vraiment super intéressante et qu'on change comme ça de perspective, de point de vue. C'est aussi, franchement, non, c'est pour ça que j'invite aussi les auditeurs à essayer d'en connaître le moins possible un peu. Oui, c'est bien sûr, bien sûr. Évitons de spoiler justement, aussi. Le synopsis ne spoil rien en plus. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que du coup, rien. le film te surprend constamment parce que t'as l'impression de naviguer. Enfin, au début, comme on disait, t'as l'impression d'être vraiment film apocalyptique. Et en même temps, tu sais qu'il va y avoir Tom Hiddleston et tu le vois juste sur des pubs. Tu te dis, mais enfin, le film, qu'est-ce qu'il veut me raconter? Où il va? C'est quoi ces pubs, etc. Et là, tu bascules dans une deuxième partie qui prend complètement à rebours un peu même la première partie. Tu sais pas vraiment où tu vas et là tu vois, te rends compte que ça te laisse une liberté de ton assez folle. Et le troisième, on devient un peu plus dans l'explication, mais je trouve quand même que c'est d'être naviguer en tant que spectateur sur des eaux assez différentes, ça donne aussi une sensation un peu que j'aime bien au cinéma, c'est être surpris. Des fois, il y a des films où on voit les 15 premières minutes, on sait comment ça va se dérouler, alors que là, j'aime bien moi être baladé dans l'inconnu et le film m'a assez séduit pour ça. Après, en plus, il y a une scène où Mark Hamill, déjà, c'est très cool de voir Mark Hamill dans autre chose que Star Wars, mais en plus, il romance la comptabilité. Ouais, mais pareil, mais il y a tellement de scènes comme ça où c'est juste du verbe, où c'est juste, par exemple, le Chiwetel Ejiofor, qui raconte cette théorie du calendrier. C'est fascinant quand c'est lui, quand c'est fait de cette manière-là, c'est fou parce que c'est juste un gars qui va te parler pendant 5 minutes. La même chose que ce que tu dis, tu vois, sur Mark Hamill qui te parle de la comptabilité. C'est un gars qui te parle pendant 5 minutes d'un truc dont tu sais pas que ça va te fasciner et ça te fascine, quoi. Oui, du coup, c'est trop bizarre du coup à côté d'avoir cette voix off par Nick Offerman qui par contre, elle, va vraiment des fois parasiter le récit. Je pense notamment à la scène de fin dans je peux pas dire ce qui se passe, mais en gros, tu as cette voix off qui vient t'expliquer ce que tu comprends parfaitement à l'image. Par contre, et c'est vrai que ça m'a sorti du film à plusieurs reprises, quoi. Mais alors justement, ça par contre, ça m'a plutôt plu parce que après, je sais pas si c'est évolué ou pas, mais j'avais l'impression en tout cas que c'était vraiment Mikey, comme j'aime l'appeler, je sais pas, qui en fait en gros prenait le livre et qui mettait les sous-titres, enfin en tout cas la voix off, en fait c'est le livre, et en fait juste donnait des images au récit, et ça m'a un peu plus, j'avoue. Ça fait très Wes Anderson quand il fait du Roald. C'est vrai. Ouais. Mais cool. Ce truc, moi j'aime bien, t'as le narrateur qui te sort genre avec son putain de piano ou un truc comme ça, genre d'un coup il est très solennel et d'un coup il te sort des formules très familières. Parce que c'est Nick Offerman aussi. Ouais, mais je me demande, tu vois, c'est effectivement un film que j'aimerais revoir parce que je pense qu'il y a plein de détails et plein de choses à interpréter plus que ce qu'on peut en dire là, tu vois. Oui, même tu disais tout à l'heure, tu tiquais sur les personnages qui vieillissent pas. Je pense qu'il y a ça fourmille de détails sur lesquels moi je pense aussi que je suis passé à côté sur quelques détails, donc ça mérite un deuxième visionnage. C'est un film assez riche, du moins pour y retourner. Bon, donc on vous conseille fortement d'aller voir Life of Chuck malgré l'avis catastrophique de Hugo dans le chat. Pas moi, l'autre Hugo. Les absents ont toujours tort, non ? Les absents ont toujours tort. On va passer au deuxième film de cette soirée, donc Indomptable de Thomas N'Gijol. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumou. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas ? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Son surnom, c'est Blacky. Tu es Camerounais, non ? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles encore et toujours des traditions. Arrête de traumatiser les enfants. Je protège mon fou. Mais tu ne me parles pas fort. Papa, tout à l'heure on pourra aller manger une glace. Concentre-toi sur les classes d'abord. Vous foutez quoi qu'il y a d'abord de générateur. On stoppe les mensonges. De toi à moi. Toi tu es un homme, moi je suis un homme. Je souhaite à personne d'être dans ma position là. Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot.
À Yaoundé, le commissaire Bilong enquête sur le meurtre d'un officier de police. Dans la rue, comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l'ordre. Homme de principe et de tradition, il approche du point de rupture. Au casting, Thomas Njijol, Danilo Melende, bienvenue Mvoé, Thérèse Ngono, Junior Bessala, Dimitri Amougou, Christol Jomo ou encore Terence Samba. Terence, désolé si je prononce mal, Terence. Jonathan, ton avis sur Indomptable ? Bah écoutez, je trouve que c'est un film assez étonnant de la part de Njijol. J'avais entendu plus ou moins dans ses sorties à Cannes que c'était un film qui s'écartait quand même bien du registre comique, même si la bande-annonce pouvait laisser paraître quelques touches de comédie. Donc je trouve que c'est assez intéressant, que c'est un film qui va chercher dans différents genres de cinéma. Notamment, il y a quand même des séquences un peu d'humour dans l'absurdité des situations qu'il présente. J'aime beaucoup aussi le regard politique qu'il aborde sur l'état de délabrement de son pays d'origine, le Cameroun, et je trouve que c'est la force du film, le regard intime qu'il a sur la famille et sur ce rôle de père complètement dépassé et qui tente de garder un contrôle à la fois sur son rôle de flic et à la fois sur son rôle de père, et je trouve que c'est à mon sens là où Njijol est le plus touchant, le plus percutant, et c'est là où le film moi m'attrape le plus. C'est vraiment c'est pas un rôle facile en plus à porter, c'est pas un personnage très aimable, et il le porte, je trouve, avec à la fois une sincérité et aussi une véracité, une justesse, ouais, qui est assez étonnante. J'avoue que je m'attendais pas à un film comme ça, qui va vraiment piocher. On sent que c'est quand même assez précis comme geste, et de la part de Njijol, qu'on avait catégorisé facilement dans le pur registre de la comédie, là me surprend vraiment agréablement. Hugo ? Ouais, moi je suis assez d'accord. Du coup, Lucas et moi, on avait vu tous les deux à la quinzaine à Cannes. Mais d'ailleurs, on peut dire que Njijol était en larmes. C'était sublime à voir, parce que vraiment, ça se voyait à quel point le film lui tenait à cœur et lui était personnel. C'était beau. Je crois qu'apparemment, il voulait adapter le fait divers qui a vraiment existé, du coup, de ce meurtre de ce policier depuis les années 90, un truc comme ça. C'était pas dans le Cameroun. Oui, c'était en Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan. Et du coup, lui, il l'a déplacé au Cameroun parce que c'est une situation qu'il connaît et tout. Et c'est adapté d'un documentaire aussi. Oui, c'est aussi un documentaire, effectivement. Et c'est après avoir vu le documentaire qu'il voulait faire une fiction là-dessus. Et du coup, moi je trouve ce film vraiment très très intéressant, mais moins effectivement pour le côté policier sur l'enquête en fait, puisqu'au final l'enquête est assez secondaire, que sur ce portrait de père de famille qui est vraiment intéressant, qui a vraiment beaucoup de facettes, où on essaie de comprendre pourquoi ce type il est odieux avec ses enfants, pourquoi il est limite tyrannique. Et pourquoi en fait malgré tout ça il a quand même des mimiques qui sont parfois qui peuvent être parfois un peu attachantes, notamment le salut-moi salut-moi. Ouais, voilà, salut-moi. Salut-moi Costa. Enchanté, bonjour, pardon, j'ai pas. Ouais, il va saluer tout le monde. Non, Jonathan, il est trop loin. J'ai un moite. Non, et du coup je trouve que c'est vraiment un film intéressant, et c'est très cool de le voir dans un autre registre que la comédie, et j'aimerais le voir plus là-dedans, parce que ça a l'air vraiment de l'intéresser, et du coup ça donne des super films aussi, du coup. Mon cher Costa. Film moi qui m'a beaucoup plu, et puis en fait surtout ce qui m'a le plus plu, c'était la sincérité de Thomas dans son film. On sent vraiment qu'il a vécu ces choses-là, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et puis en fait aussi moi ce qui m'a le plus plu, c'est ce style documentaire. Par exemple, il y a beaucoup de plans où on suit en caméra épaule Thomas de dos, toujours avec le bruit de ses clés comme ça, et en fait ce genre de plan, c'est vrai. Comme toi finalement. Oui, comme moi, effectivement. C'est vraiment typique un peu documentaire, et c'est tout ça qui me plaît. La mise en scène m'a beaucoup plu. Donc il y a plein de propositions en plus, et puis moi j'ai beaucoup aimé ce conflit moral entre le comportement qu'il a entre les enfants et les victimes, enfin en tout cas, et les criminels, et qu'il ait le même comportement. J'ai trouvé ça hyper intéressant, ça nous explique plein de choses, et non, franchement j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais, moi aussi je suis assez d'accord avec vous. Hugo, t'en avais bien parlé, mais le fait que en fait c'était tout cet emballage de film policier pour finalement parler de ce personnage, de sa manière d'être, de sa manière de vivre, et des problèmes que ça met en avant, tant dans la politique de son pays. Il y a plusieurs séquences où on voit qu'ils ont aucun moyen, en fait, la police au Cameroun. Et aussi, il y a aussi des séquences où tu vois qu'il y a une violence extrêmement banalisée. Je trouve que c'est fascinant aussi donc de voir ce personnage qui exerce énormément de violence quand même au fur et à mesure du film, et qui pourtant reste un personnage, je le trouve assez attachant dans sa manière d'être maladroit et parfois excessif avec ses enfants.
mais pourtant il les aime. Enfin, c'est un personnage que je trouve vraiment super bien interprété. Thomas N'Gijol est vraiment impressionnant dans ce rôle-là. Oui, c'est vrai qu'on arrive à très facilement se détacher du fait que c'est un visage assez connu en France et un visage connu de l'humour. Il est assez crédible et assez... percutant, parce que même d'autant plus que quand il ne parle pas avec l'accent camerounais, et là du coup dans le film il le fait, et à quel moment en fait ça fait forcé, ça fait pastiche, ça fait un peu caricature. C'est quand même complètement fondu dans cet univers, et ça fonctionne très bien. Moi j'aurais peut-être une réserve là-dessus quand même, parce qu'en fait le problème c'est que Thomas N'Gijol, on a l'habitude de le voir faire de la comédie et donc utiliser cet accent camerounais pour faire de la comédie. Donc il y a des moments où t'as un recul. Par exemple, t'as ce moment où il y a un gars dehors, il rentre dans le commissariat, il ressort, il y a plus le gars, il fait ah bah ça y est, il est plus là, avec son accent camerounais, et ça parfois il y a quand même des choses qui ont l'air de sortir de sketch, mais je trouve que ça donne aussi un cachet à ce personnage qui malgré tout a des tournures de phrases un peu rigolotes. Mais bien sûr, mais malgré cette dureté. Le film a des touches des touches d'humour. C'est un film aussi très personnel, parce que Thomas N'Gijol a mis des choses qui lui sont arrivées dedans, et une des scènes les plus drôles du film, c'est-à-dire la scène où t'as le petit garçon qui écrit un rap et le père qui le retrouve et qui lui lit devant lui. Cette scène est vraiment très drôle, et c'est une scène qui est arrivée à Thomas N'Gijol dans la vraie vie quand il écrivait du rap et que son père a trouvé ses textes. Et c'est cool, je trouve, de trouver un auteur se transmettre comme ça dans une heure. Bah, c'est vrai que tu sens quand même que c'est un film qu'on disait sincère et personnel, mais c'est vrai qu'il est allé puiser dans vraiment des thématiques qui sont vraiment très chères et très j'ai même envie de dire profonde, que ce soit son rapport à son pays d'origine, son rapport à la paternité, son rapport avec son père, et son rapport en tant que lui père. C'est quelque chose qu'il explique beaucoup dans les interviews qu'il donne. On sent vraiment qu'il y a une espèce de melting pot de différentes obsessions qui l'animent de manière très profonde, et c'est vrai que du coup ça se ressent, et j'ai l'impression que c'est un peu le film parfait pour lui, pour pouvoir exprimer tout ce qu'il avait à dire et tout ce qu'il a à donner en termes d'émotion vis-à-vis de tous les thèmes qu'il aborde. Et puis ce plan final, moi je suis très très fan de ce plan final, ça pose tellement de questions. En fait c'est un film extrêmement réel, et puis aussi qui va pas forcément se terminer dans le film. C'est vraiment hyper intéressant. Bon, donc on vous recommande aussi de voir Indomptable. Oui, puis c'est pas un film qui est très long, c'est un film qui fait genre 1h20, comme ça, et qui est très efficace dans son rythme, c'est assez fou. Bien sûr. Bon, on va faire une première pause dans l'émission. Alors je voulais profiter de cette émission en bonne ambiance, mais Maxime a donc décidé de tout détruire, mais c'est pas grave. Je me dis que si on meurt pas tout ce soir, je serai à un concert dans 2 semaines. Un concert de qui ? Bon bah, réponse en musique. Ah. Just wanna
Tu fais bien Robbie Williams. Ouais. Ok, donc vous êtes bien de retour sur The Cinema Show. Si vous avez raté la première partie de l'émission, Maxime a hacké l'émission pour la détruire car il ne peut pas y avoir de TCS. S'il ne peut pas avoir de TCS, personne ne l'aura. Ah. Ok, on a une nouvelle réponse. On a une nouvelle vidéo. Ok, on a un chroniqueur. Un chroniqueur va peut-être nous sauver. Allez-y, envoyez. J'ai entendu dire que Maxime, dans sa démagogie et dans sa soif de chaos, voulait éteindre notre lueur qu'est le Cinéma Show. Et bien néanmoins, je sais qu'il y a un film. 6. Et bien néanmoins, je sais qu'il y a un 6. Non, il y a 6 films. Et bien néanmoins, je sais qu'il y a un 6 qui filme. Non, putain, mais c'est... Néanmoins, il ne sait pas qu'il existe 6 films. 6 films qui pourraient tous nous sauver. Sharknado 1, Sharknado 2, Sharknado 3, Sharknado 4, Sharknado 5, Sharknado 6. Et bientôt le 7. Don't cry. Bon, bah, on est mort. Hein. Merci, Oksana. Merci. C'est qui Sharknado. C'est qui Hein C'est qui Oksana. Ah Tu oui. avais pas. C'est peut-être l'arme, t'as été. Non, c'est quoi le film en fait Sharknado. Ouais. Oui. Ok. Mais qui choisit les chroniqueurs dans cette émission Ouais, j'en sais rien. Mais non, terminons nos débats par le dernier film de cette semaine. Quand je veux partir, je pars. C'est quand je veux, sans que tu me prennes la tête. Mais oui, Katia, mais t'es en boucle là. J'aime pas trop changer mes habitudes. Je suis hypersensible à la lumière et au bruit. J'ai toujours eu des relations compliquées. On n'aurait jamais dû se remettre ensemble. Moi, tous les moments que je passe avec toi, ils sont tellement remplis. J'ai pas arrêté de passer d'un travail à un autre parce qu'on me reprochait de pas m'intégrer assez au groupe. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Bah moi je viens juste prendre un dossier en dessous de toi. J'ai vu Thomas, on peut dire qu'il m'a largué comme une sombre merde. Il était pas du tout intéressant, il était même complètement inutile. Katia! Est-ce que je suis virée? Bah non, puis c'est vraiment pas le sujet d'une réunion de rédaction. Tu passes avec Julien sur l'autisme. Alors les femmes autistes adultes dites à haut niveau de fonctionnement, celles qu'on appelait autrefois Asperger, parviennent mieux que leurs homologues masculins à s'adapter et à se camoufler socialement. Il y a des moments où je suis vraiment épuisée. Et quand je vois les autres, je me demande comment ils font. Katia, t'énerve. Va pas t'imaginer que ça a été facile pour moi. Hein. S'entendre dire constamment votre fille ne parle pas assez, est trop timide. On peut pas vivre tout le temps reclus là, comme si les autres n'existaient pas. En fait, c'est que je me demande si je suis pas autiste. Autiste. Katia, c'est important de comprendre, vous n'êtes pas incapable, vous n'êtes pas inférieure, vous êtes différente. Donc différente de Lola Bouillon. Doyon. Wow, il sait même pas lire. Non, mais en fait, je suis hyper raciste. Bastien Bouillon, bien sûr. Non, je suis frappé par ce qui est en train de se passer. Bref, raciste. Katia est une brillante documentaliste de 35 ans qui fait preuve de singularité dans sa manière de vivre ses relations, toutes plus ou moins chaotiques. Sa participation à un nouveau reportage l'amène enfin à mettre un mot sur sa différence. Cette révélation va chambouler une vie déjà bien compliquée. Au casting, Jenny Bess, Thibaut Évrard, Mireille Perrier. Donc, Hugo, tu ne l'as pas vu. Oui. Donc, Costage, qu'est-ce que tu as pensé de différente? J'ai pas envie de parler, est-ce que je n'attends pas? T'as pas envie de parler? Non, c'était une blague, bien sûr, c'est une blague, pardon. Ouais, t'as le droit. Tu as le droit. Et bah, c'est un film franchement sympa. Là aussi, il y a un style documentaire qui, au départ, j'avoue, durant le visionnage, m'a un peu repoussé. Et puis, après relecture, après un peu de recul, en fait, j'ai beaucoup apprécié la séance. Le montage, je pense que c'est son point fort parce qu'en fait, il y a beaucoup d'infos et ça prend du temps, beaucoup de temps à poser les bases. Et pourtant, le montage est vraiment bien rythmé. En fait, au final, et ben, je me suis rendu compte que je suis jamais sorti du film, en fait. Donc ça, c'est le point fort du... si j'avais juste un bémol, c'est que j'avoue que l'acting... parfois m'a fait un peu sortir du film. J'avais l'impression que certaines tonalités des comédiennes, et je trouvais qu'il y avait un effet un peu quotidien, un peu feuilleton télé, et ça, j'avoue, ça m'a un peu parfois sorti du film. Ah ouais. Mais sinon, non, franchement, film très très sympa, et ça m'a fait penser à Ninja Baby. Voilà, que j'ai pas vu, que j'ai beaucoup aimé. Mais moi, je trouve Jenny Bess très juste, au contraire. Et alors Jenny Bess, c'est l'actrice principale, ça. Et moi, je pense que c'est plus les personnages secondaires qui parfois m'ont un peu sorti, notamment sa pote, j'ai oublié son nom. Je sais plus. Bref, voilà. Désolé, Jonathan.
Oui, ben moi j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais voir. J'avais vraiment très très peu d'informations sur le film, mis à part que c'était Lola Doyon, la réalisatrice. Donc ni les thématiques abordées. Et en fait j'ai un peu vécu le film comme son personnage principal, de manière assez empathique sur ce qu'elle vit et les révélations qui sont faites notamment autour de l'autisme, parce que c'est la thématique centrale du film. Et je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'à la fois c'est vécu comme un choc et comme une libération. Et j'aime beaucoup le fait que le film aborde l'autisme de manière assez pédagogique sans être trop scolaire et de manière intime sans être trop larmoyant. Je trouve que le film arrive toujours à dessiner un chemin assez juste. Pourtant on pourrait vraiment très facilement tomber dans des séquences too much, mais je trouve que le film s'en sort très très bien là-dessus. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est parce qu'on est on épouse son point de vue, mais aussi il y a le rôle de son copain dans le film qui nous aide à épouser un autre point de vue. Et en fait ce double point de vue permet de donner deux tonalités assez différentes au film pour bien comprendre aussi la problématique de l'autisme. Dans ce sens-là, je disais que le film était assez pédagogique, et ça je trouve ça vraiment très intéressant. Mais moi je trouve aussi que le film est très réaliste dans la manière dont on a des réactions. Donc on voit la réaction de son copain, la réaction de sa mère, c'est des choses qui sont très 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 vraies, c'est des réactions qui existent, quoi. C'est des réactions qu'on connaît bien. Je trouve, moi c'est un sujet qui me parlait énormément, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça a toute la... C'est-à-dire que effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas scolaire tout en étant très informatif. C'est-à-dire que il nous explique parfaitement les problématiques qu'on a avec l'autisme en France. Et d'un autre côté, ils vont pas faire la morale. Genre c'est vraiment cool, je trouve, de voir également, comme tu dis, ce point de vue, le point de vue de ton copain, et puis qui est amené en plus à évoluer. Oui. Parce que ça c'est bien, ça aurait pu juste être ce personnage qui est très qui a qu'une facette, donc qui a que cette facette là. On leur fait vivre plein de choses à ces personnages là, et il aurait pu avoir la même réaction à chaque fois. Et non, on le pousse à évoluer, on le pousse à devenir quand même actif dans ce qui arrive au personnage de Katia. Et je trouve ça vraiment cool. Bah, c'est vrai que c'est bien parce que ça donne quand même un double point de vue empathique. À la fois, on a de l'empathie pour le personnage principal, et on a aussi de l'empathie pour les personnes qui sont autour, parce que ça reste quand même un bouleversement. Et du coup, ça donne vraiment beaucoup de complexité aussi au film. Comme tu dis, il n'a pas une mono-réaction. Et en fait, dans la vie aussi, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment des réactions des fois qui sont pas appropriées, qui sont pas les plus adéquates à la situation, mais en même temps aussi c'est le propre même de l'humain, des fois d'être impatient, des fois d'être maladroit, des fois de pas dire la bonne phrase au bon moment, ou d'être juste et dire la chose réconfortante à la personne qu'on aime. Du coup, ce film là, je trouve qu'il est assez juste, justement cette manière de développer en gros les différentes problématiques autour de l'autisme, et vraiment j'aime beaucoup ce deuxième personnage qui apporte vraiment énormément, je trouve, à la complexité thématique du film. Et ce qui est bien aussi, c'est que on parle pas souvent au cinéma quand même de l'errance de diagnostic, parce que c'est le principe du film au début, c'est que elle est un peu différente, on sait pas vraiment pourquoi, elle le sait pas non plus, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'on lui dit qu'elle est autiste. Et là c'est comme une libération et comme un choc, mais le fait de mettre des mots et de mettre des termes sur une situation permet en fait de sortir d'un inconnu, et le cinéma s'en saisit pas beaucoup, je trouve, de cette manière-là de l'errance de diagnostic. Après, vas-y Costa. Et en fait, justement, sur l'errance de diagnostic, en fait, il y a un truc moi qui m'a au départ rebuté au début du film, c'est que en fait le film nous explique beaucoup de choses, et en fait j'ai cru au départ que c'était plus un film, on va dire, pas... En fait, je trouvais que le suspense était mal abordé au départ, parce que il nous expliquait beaucoup de choses, et dès le départ, on savait qu'elle avait un spectre de l'autisme, mais en fait, ça prenait beaucoup de temps à expliquer, et j'ai l'impression juste que le film nous sous-estimait dans notre compréhension de ce qu'on voit à l'image. Et en fait, au moment où j'ai accepté que le film était juste là pour expliquer aussi l'autisme de manière pédagogue, et pas juste faire un film à suspense sur elle et ses conflits moraux, là, quand j'ai accepté ça, j'ai beaucoup plus apprécié le film. Mais je pense pas qu'il y ait pour but de créer de créer du doute dès le début sur le diagnostic. C'est-à-dire que en fait, le truc, c'est que
l'autisme, bien que la maladie puisse être très facile à déterminer en soi. C'est la maladie. Pardon, la maladie. T'inquiète pas. Non, mais bref. Bien que ça peut être très facile à déterminer, on peut se rendre compte très facilement. Bah, les parents ou les proches, souvent, il y a ils ignorent ces aspects-là de la personne. Et du coup, il y a un choc où il y a, comme, je sais plus qui c'est le personnage de la mère qui rigole quand on. Qui est même dans un déni total. Ouais, voilà. Ça, c'est hyper réel, ça. Et ça, bah, bien sûr, c'est hyper réel. C'est complètement hyper réel. Et c'est effectivement pas un sujet qu'on voit beaucoup. Surtout l'autisme découvert à l'âge adulte. Et encore moins du coup chez une femme autiste, comme ils en parlent dans le film. Les femmes autistes ont tendance à plus qu'est-ce qu'ils disent, à plus s'habituer, être discrète, à plus s'habituer à être discrète, et du coup moi je trouve que c'est une thématique qui était importante à aborder et qu'il est très bien. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est qu'en fait aussi, c'est quand même aussi un film beaucoup sur le couple. Et en fait, j'ai beaucoup aimé que aussi il joue aussi un peu avec les normes du couple habituel, et qu'en fait, forcément, un couple ne peut pas être, enfin un couple, on va dire classique, si les deux personnes ne sont pas aussi des gens en quelque sorte classiques. Et c'est ça aussi, j'ai beaucoup aimé que ça se pose aussi sur la question du couple autonormé, voilà. Bon, je pense que du coup, on a un peu fait le tour sur différentes. Donc on vous encourage. C'est fou. Que des bons films cette semaine, du coup. C'est très bien. 3 bons films cette semaine. Allez au cinéma. Allez au cinéma. Surtout que c'est l'été, allez au cinéma. Vous avez raté nos super débats, pas de soucis. On va vous résumer ça dans les tops de la semaine. Alors vous avez... je l'ai déjà dit. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe de TCS. Je crois que j'ai fait une connerie d'ailleurs dans le top. Je sais pas ce qu'ils vont mettre, mais on verra. Ton top 1, Costa. The Life of Chuck. Ton top 1, Jonathan. Je dirais The Life of Chuck, mais je tiens à préciser que cette semaine était assez riche en qualité. Et ton top 1, Hugo. The Life of Chuck. Moi aussi, c'est The Life of Chuck. Putain, on n'est pas... On se demande qui sera numéro 1, dis donc. Bon, en 3ème place, alors moi, j'ai noté Indomptable. Est-ce que c'est ça qui est... Dragon. Ok, alors... Pourquoi Dragon ? Parce que quand j'ai fait le top, en fait tout le monde n'avait pas mis ses tops, et du coup Indomptable est passé devant. Mais effectivement, il y a Dragon qui est sorti également cette semaine, dont on parlera plus tard. En top 2, Différentes, et en top 1 du coup Life of Chuck. Quelle surprise ! Quelle surprise ! Wow. Alors du coup moi je profite qu'on parle de Dragon pour dire que voilà, moi je l'ai vu Dragon, je sais pas est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu ? Je l'ai vu aussi. Tu l'as vu ? Sympa. Après, est-ce qu'il sert à quelque chose ? Non, il sert à rien. Il sert à rien, mais j'ai beaucoup aimé le film. Bah moi aussi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé parce que j'aime l'original. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un copier-coller, séquence pour plan pour plan, phrase pour phrase de l'original, donc c'est exactement le même film. Donc bien sûr du coup il est sympa, mais il est sympa parce que l'original est sympa. Mais c'est dur ce que vous dites quand même, parce que moi c'est vraiment la raison principale pour laquelle je ne vais pas voir le film et je me refuse de le voir, parce que j'adore la trilogie Dragon et je trouve ça totalement inutile et même limite irrespectueux vis-à-vis de... moi je peux comprendre, c'est-à-dire qu'on sort du film, on se dit mais du coup pourquoi ça n'avait aucun intérêt vu que c'est le même film, exactement le même film quoi. C'est... Ouais, mais justement si on pense à tout à l'heure, tu sais, tu disais que DreamWorks faisait des films pour des petits films, on va dire pas qualitativement bien, pour justement après avoir la thune pour faire après des bons films. En fait, je pense que justement maintenant leur stratégie c'est que ils font les live action, la tunasse, et comme ça après ils ont la thune pour faire des vrais films qui leur plaisent, tu vois. Ouais. Ce qui est... Ouais, enfin après, contrairement à Disney, ils ont pas un catalogue de live action qui est inépuisable, quoi. Ils peuvent déjà Madagascar en live action, ça marchera jamais. Dragon 2 est déjà annoncé. Oui, c'est. Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine du coup ? Oui, moi j'ai vu Sister Midnight de Karan Kandari. C'est un film rock déjanté qui puise autant dans la théâtralité géométrique de Wes Anderson que de la folie cartoonesque de Tarantino pour scier son propre chemin. C'est assez foutraque, ça déborde d'idées, c'est parfaitement réjouissant, notamment grâce à son humour décapant. J'ai aussi vu Crass de Luna Carmoon, qui est un film mal aimable mais très fort lorsqu'il épouse pleinement la folie qui ressurgit dans la tête de son personnage principal. C'est un vrai point de vue et c'est un film qui ose et qui propose, donc je trouve ça assez remarquable pour les gens qui seront curieux. Et j'ai vu aussi également, grosse semaine pour moi, Warfare, le dernier film d'Alex Garland qui est sorti un peu par surprise sur Amazon, avec aucune communication. On se demande bien d'ailleurs ce que veut raconter Alex Garland avec ce film, ça manque d'un propos
trop accrocheur, à la différence de Civil War que j'avais trouvé assez percutant. Mais en l'espace de quelques scènes, le cinéaste quand même montre qu'il est un formidable formaliste et qu'il est capable de mettre à la fois faire un vrai travail d'immersion et un vrai travail d'immersion à la fois sonore et visuelle qui est assez impressionnant, même si je trouve que c'est un film qui manque beaucoup de fond. Costa, est-ce que tu as vu d'autres films cette semaine? Non, désolé. Hugo, est-ce que tu as vu d'autres films cette semaine? Pas du tout. Eh ben, alors, exceptionnellement, on va avoir le droit à un petit reportage pour cette émission. Et oui, parce que Costa, il est allé dans un festival. C'est quoi le festival? Festival de jeunesse en cours. Eh ben, écoutez, on va regarder le petit reportage. Attends, il y a qui sur ce reportage? Il y a Valentin et... Oh putain, il y a Maxime. Et oui, alors, désolé pour le son, hein, il va être catastrophique. Bon, regardons ça. Le festival de Cannes. Attends, on la refait s'il te plaît. Te coupe pas. Ouais. Tu peux être moins Maxime s'il te plaît? Okay. Attention Maxime. Okay. Allez. Moins Maxime. Allez, c'est parti. Et action. Le festival de Cannes. Le tapis rouge. Ok. Centre culture. Non, on n'est pas à Cannes. Il n'y a plus de budget. Lucas et Hugo, ils ont tout sucré. Je vous déteste. Bon, on y va quand même. Hein. Il y a du cinéma. C'était l'autre porte. Nous sommes donc au festival Jeunesse en cours et comme vous pouvez le voir actuellement on a des CM2, ces élèves de CM2 qui sont en train de faire du dessin qui après sera animé. Voilà, ils sont en train de faire un film d'animation. Ils sont vachement plus productifs que moi, ça c'est clair et net. Hein. Et je pense qu'à mon avis leur dessin est de bien meilleure qualité que n'importe laquelle de mes chroniques à la radio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc vous êtes le président de ce festival de cinéma de Jeunesse en cours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt du festival Jeunesse en cours? Il se trouve qu'avec des élèves à moi, on réalisait des courts-métrages. Et ces courts-métrages étaient souvent pris en festival, mais dans le sud de la France, il n'y avait rien. C'est-à-dire que souvent on participait, mais dans le nord. Je me suis dit, c'est vrai que ce serait bien que, pour une fois, on puisse mettre en valeur les films réalisés par les jeunes de moins de 18 ans, mais aussi dans le sud. Et du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée que j'ai proposée à la ville de Villeneuve-des-Vagelonnes. Et du coup, ils ont été tout de suite partants pour créer ce festival. Bien sûr, on voulait avec une catégorie pro. C'était, ça me semblait très intéressant de voir un petit peu l'évolution entre les jeunes et les professionnels. Voilà, qu'il y ait cet échange entre les deux. Donc on est ici dans la salle de cinéma, à l'intérieur de laquelle vont être diffusés l'ensemble des courts-métrages durant les 3 jours de festival. Donc on aura des courts-métrages d'animation, des courts-métrages de fiction. Et il n'y a pas à dire, franchement, c'est presque aussi chargé que les salles de cinéma à Cannes. Oui, Alexis Vanneroy, superviseur d'animation chez Fortiche. Alors je suis venu à ce festival parce que les jeunes qui l'organisent, ils sont venus m'interviewer à Fortiche. D'accord. Parce que voilà, ils sont en terminale et ils font des documentaires avec Stéphane Philippot. Il m'a contacté pour savoir s'il pouvait venir m'interviewer chez Fortiche pour parler d'Arcane, pour qu'il fasse ce petit documentaire pour qu'ils participent à un jury avec on appelle ça un festival. Et d'ailleurs qu'ils ont remporté un prix, c'était très cool. Et donc ils m'ont dit qu'ils faisaient ce petit, ils avaient organisé ça et si je pouvais venir pour remettre un prix, le prix coup de cœur parce qu'ils font passer des films d'animation et que ça fait très longtemps que je suis dans l'animation. Je travaille chez DreamWorks pendant 13 ans à Los Angeles. Incroyable. Maintenant 6 ans chez Fortiche. Donc voilà, moi ça me fait très plaisir de pouvoir faire ça. Et, bien sûr. C'est toujours des bonnes initiatives pour les jeunes. Ah oui. Puis voilà, ils posent plein de questions, ils sont super touchants, passionnés. Donc bon alors, conclusion de cette première journée et de ces courts-métrages d'animation, il y avait de la qualité. Il y avait de la qualité. Au niveau des récompenses, je trouve sincèrement qu'au niveau des récompenses, c'était pas du tout déconnant. Non. Non mais franchement c'était trop cool. En plus j'étais étonné parce que dans la salle, je trouvais que ça réagissait pas mal, on entendait beaucoup les réactions des gens et c'était hyper plaisant à entendre quoi. Hop là.
Costa est en train de conduire en même temps, c'est compliqué. Disponible sur des plateformes ou des trucs comme ça. T'es perdu? Oh non. Vite qu'on coupe la vidéo pour mettre Waze. Ouais, on va mettre Waze alors. Aujourd'hui, c'est le 2e jour du festival. Je suis en mode Gilbert Montagnier. Et donc là, on va s'attaquer au court-métrage de fiction. Et nous avons 2 catégories, la catégorie pro et catégorie jeune. J'en profite que tout le monde est figé pour prendre la photo, pour redire à nouveau aujourd'hui tout le bien que nous, élus de la commune, et moi particulièrement en tant que maire, nous pensons de ce festival. Et ce partenariat que nous avons avec Stéphane nous réjouit le cœur, parce que c'est vrai que la qualité est vraiment au rendez-vous. Et puis on est très très fiers de cette jeunesse qui s'investit franchement, mais vraiment. Vous êtes trop forts, vraiment. Bravo. Eh ben, écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis sur ces 2 jours de festival. Pour nous, on va repartir au plateau de The Cinema Show avec donc du coup c'est Lucas qui est à l'animation pour cette émission. Merci encore et on rend l'antenne. Gros bisous. Ciao. Ouais, merci beaucoup pour cette super vidéo, Costa. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots peut-être sur ce festival? C'était très très cool. Franchement, j'étais agréablement étonné par les courts-métrages qu'il y avait, autant de fiction que d'animation, autant jeune que pro. C'était hyper intéressant et j'ai surtout 2 coups de cœur. C'était le court-métrage Les Petits Monstres de Pablo Léridon qui était vraiment incroyable, et aussi King Ben de Raphaël Toledano. Voilà, 2 courts-métrages très intéressants et que j'ai beaucoup aimé. Et alors, est-ce que tu t'es amusé un peu à faire ce petit reportage? Je me suis beaucoup amusé. Après, j'avoue pas tous les jours non plus, mais je me suis beaucoup amusé avec surtout Maxime, qui est très marrant, même s'il a hacké cette radio. Ouais, c'est ça ce que j'avais obligé d'en dire du bien de toute façon. Est-ce que y avait déjà des... Est-ce que tu sentais déjà qu'il préparait quelque chose? Parce qu'apparemment, ça fait plusieurs semaines qu'il prépare son coup. Mais non, justement, ce petit salaud, il m'a rien montré, quoi. Ah putain. Ok. Je pensais qu'on était potes, quoi. Hein. Ah ouais, même plus, mais bon, je vais rien dire. Oula. Pardon. Bon, on se prépare maintenant à ce que The Cinema Show fait de mieux. Un quiz de Marie, mais présenté par Costa. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Est-ce que Stevie est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, Frédéric, je ne sais pas. Quel est le prénom de Glu-Glu? Super jingle. Et c'est parti pour le quiz. Vous êtes beaucoup trop chaud là par contre. Désolé. Attention. Désolé à la régie. Excusez-moi Yanis, je t'aime d'amour. C'est faux. Le meilleur. Question 0. C'est dans le titre. Devinez le titre de ce quiz le plus vite possible. Alors, on replace vite fait. Il y a 3 équipes. Ah oui. On est un chacun. Du coup, Jonathan, Hugo et moi, une équipe chacun. On joue chacun pour sa pomme. Je tiens juste à dire que je remercie Marie pour ce quiz et on lui fait des gros bisous. On fait des gros bisous à Marie. Et moi, je vais partir sur Life of Quiz. C'est hyper obvious. Moi, je dirais indompte quiz. Okay. Non, quiz domptable. J'aurais dit quiz domptable aussi. Ouais, quiz domptable, pardon. Et toi toi, t'as dit quoi? T'as dit Life of Quiz. Moi, je vais dire Quiz of Chuck. Oh, c'était Quiz of Chuck. J'ai hésité en plus. Marie, t'es prévisible. Lucas, t'es fort, hein. Un peu de folie. Merci. Hop là. Et un partout pour Lucas. Musique de film. Dans quelle œuvre entend-on cette musique? Thor. Nope. Thor 2. Nope. Arrête, c'est pas Thor le retour. Thor contre-attaque. Thor versus. Non, je rigole. High Rise. No. Non, je l'ai, attends. C'est quand même un des films qui a eu le plus gros succès au box-office, messieurs. Top Gun 2. Avengers Endgame. Oui. Mais vous êtes nuls ou quoi? J'étais en train de me demander à quel acteur de la semaine était dans Avengers Endgame, et puis c'est évident. C'est pas grave. Ah, je crois que 2 personnes sont nulles. Ah oui, c'est Jonathan et Hugo qui ont 0 points. Allez. Alors, je suis un diesel. Tu commences doucement et puis tu... Ah oui, parce qu'on précise que Jonathan est, à ce qui paraît, invaincu au quiz. C'est pas moi qui le dis. Pour le moment. Donc c'est parti, en or ou en bois. Retrouvez les vraies infos parmi les propositions. Tom Cruise va recevoir un Oscar. Oui, c'est en or. C'est en or. Ah, mais alors oui. Hugo, peut-être fait moins obvious que tu fais en or ou en bois, parce que là vraiment tout le monde le savait du coup. Ah oui, tout le monde le savait dans tous les cas. Oui, mais quand même. D'honneur. Ça fait faire peut-être. Ah, je sais pas.
Je dois réfléchir. Oscar d'honneur, donc. Ouais. Oscar d'honneur. Une statuette d'honneur, exactement. Ensuite, Brad Pitt accepte de retourner avec Tom Cruise à la condition qu'il n'y ait pas de cascade. Alors. Fake or true? Alors, qu'est-ce que vous en en bois. pensez? Moi, je dirais en bois. Moi, je dirais en bois aussi. Mais vous êtes trop fort. Par contre, c'est en bois à condition que tout se passe au sol. C'est ce qu'a dit Brad Pitt. Voilà. Donc, hop là. Il veut pas monter dans un œil. Alors, donc, 2. Les Rocky, du moment que ça se passe sur Terre. 2 pour Jonathan Ego. Regarde pas les 4. Il va spoiler. Et 5 pour Lucas. Comment ça, il y a déjà 5? Ah, pardon, excusez-moi, 4. Je me suis trompé. Non, j'ai 5. Ah, c'est 5? Bah oui. Putain, il m'a fait douter. Ah non, 4, il dit Alexandre. Ah, merci la régie. Merci l'arbitre. Merci là-bas. Merci là-bas. Attention, question 3. Qui a dit? Je pense que la raison principale pour laquelle l'industrie du cinéma est en train de mourir... James Gunn. Oh, mais oui. Achetez une question James Gunn. Loser, va. Loser. C'est quel loser? Regardez-le comme il est nul. Ça va la cook, Lucas? Non. Pour mes auditeurs auditrices, je fais un L comme le L de loser. Allez. Et on pointe qui? On pointe Hugo. Ah, Jonathan aussi. Non, on pointe pas Jonathan parce que Jonathan il est pas fan de James Gunn comme Hugo. Ah, pardon, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Hugo il a un t-shirt James Gunn. Attention, quiz spécial, les adaptations de Stephen King au cinéma. Oh, trop bien. Allez, ça on va Est-ce que vous êtes prêts? On va être bien. Refais la voix là. Ça on va être bien là. Putain, c'est énorme. Merci. Qu'est-ce que c'est Bourvil? Non, c'est pas Ok. vrai. Alors, question 5, qui c'est celle-là? Annie Wicks. Misery? Putain, c'est Misery, bien sûr. Wow. Et lui cache le pied là. Jonathan, quand il est au dépourvu, il s'active et là il se réveille. J'ai l'impression que c'est Jonathan Prime. Ah, Jonathan à son Prime peut-être. Alors, donc 3 pour Jonathan, 2 pour Hugo et 5 pour Lucas. Attention, une réplique, un film. De quel film est tirée cette scène? Question rapidité. Shining. Oh non, je l'ai dit d'abord. C'est Lucas qui a dit d'abord. C'est 6 pour Lucas. Ouais, on est d'accord, c'est moi quand même. Oh là là, mon dieu. Cette tension, j'adore, j'en veux plus, merde. Embrassez-vous, putain, pardon. Non, mais j'ai vu une ouverture. Ok, Jean-Claude. Attention, le jeu des synonymes. Alors, question rapidité, le principe est simple. J'ai remplacé tous les mots d'un titre de film par des synonymes et vous devez retrouver le titre originel. Exemple, la direction d'une soirée, le sens de la fête. Ouais. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Oui. Ok, excusez. Wow. Insulte-moi, faites crache-moi la gueule, c'est la même chose. Non, je t'aime trop pour ça. Ok, alors, le trait émeraude. Le ligne verte. Oui. Ah, je suis nul ce soir. Mon dieu, Jonathan, mais il est en train de rattraper, hein. 4 pour Jonathan, 2 pour Hugo et 6 pour Lucas. Il est allé vite. Tu peux encore l'avoir. Il est allé vite. Il est allé vite, c'est Il est allé très vite. Alors, merci de Québec à l'international. Donc, je vais vous dire un titre en québécois. Ouais. Vous allez me retrouver le titre originel du film. À l'ombre de Shawshank. Ça. Putain, non. Oui, c'est Hugo. C'est pas grave, on craint rien. Attention. Je suis désolé. Je répète les points. Tu vas mal finir cette émission. 3 pour Hugo, 4 pour Jonathan et 6 pour Lucas. C'est moi. Petit winner va. T'es un winner toi, hein? Oui. T'es un winner toi. Arrête. Winner, un jour, winner, toujours. Et oui. Tout à fait. Par contre, pas c'est vraiment très intéressant. Bref. Alors, pas tourné. Lequel de ces films a été scénarisé par Stephen King? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Creepshow de George A. Point Romero. Cujo de Lewis Teague. Christine de John Carpenter. Dead Zone de David Cronenberg. Et Creepshow 2 de Michael Gornick. Lequel a été scénarisé par Stephen King? Ah oui, donc lequel a été scénarisé par Stephen King. Okay. Exactement. Excusez-moi, je dis ce que... Tu peux les redire, s'il te plaît? Ouais. Je refais. Creepshow de George A. Romero. Cujo de Lewis Teague, Christine de John Carpenter, Dead Zone de David Cronenberg et Creepshow 2 de Michael Gornick. Je pense que je l'ai. Moi je vais dire Christine parce que ça me paraît trop évident. Ok, Christine. Moi je vais dire Creepshow 2. Moi aussi je vais dire Creepshow 2. Creepshow 2? Ouais. Et Christine? Ouais. Eh bien oui, j'étais prêt, c'était Creepshow. Creepshow. En fait je me suis posé la question, je savais que c'était Creepshow mais alors lequel des deux? Eh bien 0 Et vu qu'elle point. a mis le 2, je me suis dit elle veut nous couiller. Mais... Attention, alors... Casting. Il y a pas les exemples. Bon, c'est pas grave. Alors, question casting. Tu vas dire un casting, on doit trouver le film. Exactement, je vais dire un casting, vous allez trouver le film, c'est parti. P.J. Souls. La Tour Sombre. Priscilla Pointer, Betty Buckley. Ça. Ouais. Non. Sacha Baron 2. Non. Ensuite, John Travolta, Nancy Allen, William Catt. Blowout. Non.
Attention, et le dernier, Amy Irving, Piper Laurie, Sissy, Spy Kick. C'est Carrie? Oui, c'est Carrie. Travolta, ils ont Carrie? Oui, exactement. Ah ouais. Même en plus, dans un précédent quiz, je vous ai mis une question. Ah, c'est fou, je l'avais pas. Mais alors, on se fout la gueule de Jonathan, mais Jonathan te rattrape tel un escargot. Tu es une lièvre, c'est un escargot. Oui, mais c'est une tortue, mais à la fin, elle a la tortue qui gagne. Donc peut-être je fonds sur toi comme la glace au soleil. Waouh. C'est une pick-up line, ça. Peut-être une autre métaphore. Je dis pas non. Peut-être une autre métaphore si on peut. Non, ça va. Ok, top, super. Alors, musique de film. Question rapidité. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Ça. Good Omens 2. Non, c'est. Non. Truman Show. Non. Ah putain, je l'ai. Putain. Comment il s'appelle ce film? Je l'ai que dans Good Omens, moi. Comment il s'appelle? C'est pas des. Est-ce que c'est pas des enfants? Si. Stand By Me. Oui. Putain, mais c'était ça. J'avais c'est l'image, fou ce qui j'avais se passe. l'affiche. C'est fou ce qui se passe. J'avais l'affiche. Je suis désolé, Nino, je sais que c'est un de tes films préférés. Hugo, tu as 3 points. Et mon dieu, le duel 6 pour Jonathan et Lucas. Mais ah oui, ok. Oh, c'est fou ce qui se passe, mon dieu. Attention, égalité. Alors, duel time. Alors. Mais du coup, est-ce qu'on fait pierre papier ciseaux pour le duel time? Bah, c'est pas très radiophonique. C'est vrai. Ouais, mais c'est pas grave. Au pire, je vais vous radiophoner si vous voulez. Ok. Donc c'est parti, attention, Lucas et Jonathan sont en train de lever les points. 3, 2, 1. Hop là. C'est lui qui a gagné. Ah, donc c'est lui qui choisit en premier. Jonathan, alors, tu es prêt? Donc 3 thèmes. Donc, adaptation, fake news ou ça alors? Ça alors? Pardon, adaptation. Je faisais Tintin. Adaptation, très bien. Alors, donc... Oui, pardon. Non, t'inquiète pas, Costa, on Costa qui est en direct depuis les Philippines. Te prends pas la tête. J'essaie de comprendre les... Excusez-moi, pardon. Attention, donc, laquelle de ces œuvres de Stephen King a été le plus adaptée au cinéma? Suite et préquels ne sont pas compris. Cimetière, The Mist, Running Man ou Salem? Redis-moi. Cimetière, The Mist, Running Man ou Salem? Le premier. Cimetière. Ok, je note. Il sait pas écrire d'ailleurs, Stephen King. Un cimetière, c'est mal orthographié. Excuse-moi, moi je suis en train de faire un quiz. Est-ce que tu peux te concentrer, s'il te plaît? Je suis concentré. C'est parti. Donc, parce que c'est à moi, donc. Ah bah oui, je prends ça alors. Alors, fake news, ça alors? Ça parfait. Alors. Laquelle de ces versions de ça n'existe pas? Ça, chapitre 2. Oh putain. Ça, il est revenu. Ou ça, le retour? Ça, le retour. Ok, d'accord. Et enfin, donc, Hugo, aussi loser que tu es, il te reste qu'un seul choix, c'est fake news. Bah yes. Non, je t'adore. Laquelle de ces infos sur Stephen King est fausse? Il est entraîneur de baseball. Il a écrit le premier scénario d'un clip de Michael Jackson. Il joue du banjo dans un groupe de musique. Il a traversé les USA et l'Australie à moto. Tu vois, c'est laquelle est vraie? Laquelle est fausse? Laquelle est fausse? Wow. Laquelle est fausse? Ce mec est fausse. Quelle est la troisième déjà? Il joue du banjo dans un groupe de musique. Vas-y, je vais dire ça alors. Ok. Je vois bien jouer du banjo. Moi aussi, je vois complètement entraîneur de baseball déjà, donc. Alors, donc. Plus trop maintenant, je pense. Oui, non mais. Hugo. Oui. Hugo. C'est moi. La question, donc, laquelle de ces infos sur Stephen King était fausse? Tu as choisi le banjo. Effectivement, c'est du banjo, bien joué. Tu as 3 points en plus. Tu es à 6. Il est à 6. Pourquoi il y a marqué 7 sur le. Qu'est-ce que vous faites? Ok, Alex. Ensuite, alors, Lucas. Laquelle de ces versions de ça n'existe pas? Tu as choisi. Ça, chapitre 2, c'est le deuxième film d'Andy Muschietti. Ça, il est revenu, c'est le téléfilm. Donc ça, le retour, ça n'existe pas. Mais en fait, animé à la place. Elle est facile, hein. C'est magnifique. Elle est facile et en plus, tu prends le gars qui a 5 ou 6 figurines de Gripsou chez moi, donc je suis un peu fan du truc. Ah, le méchant dans Picsou? Exactement. Est-ce que c'est de ma faute? Non, c'est pas de ta faute. Je t'aime bien, Costa. Moi aussi, super. Ok, et enfin, alors, on va savoir qui est le grand gagnant ou pas. Donc, laquelle de ces œuvres de Stephen King a été le plus adaptée au cinéma? Tu as choisi Cimetière. Attends. Salem possède 3 adaptations. Salem's Lot. Ah oui, pardon. Eh bien non, c'est pas Cimetière, c'était Salem. Oh mon dieu! Il perd sa couronne! Oh mon dieu! Le roi perd sa couronne! Tu as moins 3 points. Je rappelle les points donc. Hugo 6 points. Jonathan 3 points. Et Lucas 9 points!
Est-ce qu'on est beau joueur? On est beau joueur. Je m'incline. Je reviendrai plus fort. On est beau joueur. À l'avant-dernière émission, c'est terrible cette histoire. Le tout, c'est de partir sur une victoire. Merci Costa et merci Marie pour ce quiz. Super. Ah bon, ok, on revient au principal. On me dit qu'on a reçu une nouvelle vidéo. Alors, mais vu où on en est, j'ai plus trop d'espoir. Hein. Alors, on se regarde ça quand même, on sait jamais. Bonjour, je m'appelle hier et je suis là pour André Maxime de DCS parce qu'il va détruire cette émission et je suis là pour recommander un putain de mon film, un film à l'honneur des femmes, un film à l'honneur des hommes, un film à l'honneur des enfants et c'est assez bien de film. C'est un super film. Oh mon dieu! Croyez-moi. Oh mon dieu! Bon, on s'étonne pas que Maxime transforme l'émission en chronique automobile après ça. Oh mon dieu! Bon bah bisous Lucas et enchaînons tout de suite avec nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table, Hugo. Et bien moi cette semaine je vais vous recommander une extension qui est assez sympa puisqu'elle vous permet de skipper les sponsors sur les vidéos YouTube. Moi c'est un truc qui me gonfle un peu, je comprends que les créateurs de contenu en aient besoin pour vivre, mais il y en a de plus en plus sur énormément de vidéos qui sont pas forcément juste du divertissement et c'est vrai que parfois faire la manip pour trouver l'endroit où il faut skipper précisément pour rien rater de la vidéo c'est chiant. C'est une extension communautaire qui le fait à votre place où en fait les gens renseignent les passages et ça va skipper automatiquement tous les passages sponsorisés, ça permet d'aller au temps fort aussi des vidéos, donc c'est assez bien foutu, donc je vous la recommande, c'est très pratique. D'ailleurs, n'hésitez pas à acheter Norvège. Non, je déconne. Costa. Alors, moi, c'est le podcast Les Amis. Ce sont donc deux journalistes, Marie Telling et Anaïs Bordage, que j'adore, en fait, qui vont faire autant des rétrospectives sur des séries comme Friends ou comme The Office que par exemple, on parlait de films d'actualité, par exemple là ils ont fait un hors-série où en fait donc Anaïs est partie au Festival de Cannes et a fait donc un épisode environ tous les 2-3 jours et c'est hyper intéressant, c'est aussi pédagogue que drôle. J'adore vraiment ce podcast, il me suit depuis des années et c'est comme le footcast en fait, j'espère qu'il ne s'arrêtera jamais. Enfin bref. Ouais. Jonathan. Moi, je vais vous parler de Jardin d'été de Shinji Somai. Alors, il y a 2 ans, j'avais parlé ici même sur ces ondes de Déménagement du même réalisateur, qui était une petite chronique magnifique. Eh bien, le cinéaste persiste et signe avec un autre grand film sur l'enfance, sur la part d'insouciance, de rêverie, mais qui se confronte aussi à la dureté du monde des adultes. C'est un film riche qui navigue entre différentes tonalités, légères et graves, et qui finit par nous briser le cœur de par un épilogue bouleversant. Je vous le recommande très chaudement. Pour les Montpelliérains, il passe à l'Utopia en ce moment pour quelques semaines. Voilà, c'est un très grand film des années 90, très beau film sur l'enfance et qui est un peu le maître de Koreeda Hirokazu. Super. Eh ben, écoutez, moi aussi, je vais vous proposer un film extrêmement émouvant parce que je vais vous proposer Swaziland qui sort donc vendredi, qui est le film que j'ai réalisé il y a 1 an qu'on a tourné en une soirée. C'est d'une grande stupidité. C'est vraiment débile. Auto-promo. Mais je pense que c'est très très drôle. J'espère que ça vous plaira. Ça sort vendredi sur ma chaîne YouTube. Et donc en petite roco bonus, on vous recommande donc les 15 ans de Radio Campus qui fêtera donc ses 15 ans en partenariat avec Montpellier. En partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole le vendredi 27 juin au kiosque Bosque sur l'esplanade Charles de Gaulle. Donc au programme de 14h à 22h30, il y aura une émission de radio, un open mic, un concert du groupe Edena et un DJ set. Donc soyez là, tout simplement. Il faut venir, c'est quand même les 15 ans, c'est quand même impressionnant. C'est vrai. Les quoi, pardon? Les 15 ans. Ah, pardon. Ah, c'est les 15 ans. Et il y a Swaziland qui sort vendredi. Mais c'est les 15 ans de Radio Campus. Si la radio tient d'ici là, parce qu'il y a tout si la radio tient. Oh putain, c'est vrai que Maxime. C'est vendredi prochain, donc on saura. Hein. Ouais, bon bah on croise les doigts. Je te jure, si je le vois, je l'attrape direct. Par les boules. Les oreilles. Merci du conseil. Bon, oula, oh. Ok, on a une nouvelle communication là. Je crois que, ok, on a une nouvelle communication. Tout se déroule parfaitement bien. À présent, je sais désormais qui éliminer en premier pour mettre un terme au règne de TCS. Ma cible a été mûrement réfléchie. J'aurais pu me débarrasser de Marie, j'aurais pu me débarrasser de Lucas, peut-être même de Costa, mais il n'y en a qu'un seul qui méritait vraiment mon attention, et accessoirement une petite balle entre les 2 yeux. Regarde-moi bien,
jeté à l'œil. Bonsoir Hugo. Hasta la vista, baby. Bon, désormais, il n'y a plus qu'à attendre que la balle arrive à Montpellier. Quant à ma vengeance, elle est fin prête. Prête à être actionnée, à être enclenchée, pour que le règne de TCS se termine une bonne fois pour toutes. Prenez garde, TCS. J'arrive très bientôt, moi et la trilogie Taxi. Oh non, Hugo! My fucking god, man. Ah mais oui! C'est vrai que depuis sa mort assassinée par le singe en tambour dans l'épisode 22 de cette saison 7, Hugo a développé la capacité de se régénérer. Ça va? Bah ouais, mais j'adorais ce visage, donc là je vais en changer, ça va être chiant. Oh, putain. Waouh. Bon, Hugo va donc nous revenir la semaine prochaine et il aura la dure tâche de mettre fin au plan de Maxime. J'espère qu'il aura plus de chance que moi. Je serai là pour l'épauler, ainsi que Costa, Jonathan et Marie qui seront également là la semaine prochaine pour parler de Enzo, de Robin Campillo, Mec, ça va Elio de Madeleine Charafin, Domichi et Adrienne Molina, et 28 ans plus tard de Danny Boyle. Je n'ai plus les mains sur cette émission, mais je tiens quand même à remercier Alexandre et Yanis à la régie qui se battent actuellement contre les assauts répétés de Maxime. La régie. Ah, je m'attendais. Merci à la régie. Wow. Merci à Valentin, merci à Oksana, merci à Lucas et Hugo pour leur intervention. Vous êtes pas très efficace. Ouais, Hugo n'a même pas intervenu, donc je sais pas pourquoi je parle. Pas très efficace, mais merci quand même. Bon, merci à mes amis autour de cette table, voilà, plongés dans la terreur alors qu'un avenir sans TCS pointe le bout de son nez. C'est vrai, on était les amis? Ouais. C'est super. Parce que je vous aime bien. Et merci à vous, chers auditeurs, avec lesquels je vis peut-être mes derniers instants ce soir. J'ai été heureux de présenter ces émissions de The Cinema Show malgré toutes les galères que ça a pu être. J'aime ce que cette émission m'a permis de devenir et c'est grâce à mes collègues et à mes auditeurs. En régie, on me dit que Maxime a un message à faire passer avec une musique. Ok, très bien, on a perdu ce soir de toute façon, donc on va lui laisser passer sa musique qui apparemment lui correspond. On a perdu, je vous ai déçu, mais je vais pas vous demander de me faire confiance. Je vais vous demander de me faire confiance. Une toute dernière fois. Et de venir écouter le dernier épisode de cette saison de Cinéma Show la semaine prochaine. I've been saying humble, but I need more. We can have a combo. If your money talks, flying up the top rope. Wait for the applause. Who they calling go, bro? It's gotta be the Paul. I'm so humble. How can I be so good looking and still humble? How can I be so damn rich and still humble? How can I do all this? I'm still humble. I'm still humble. Is that a bird? A plane? Nah, it's a Maverick. If I'm on the card, it's a 5-star classic. Think I play a part, but bro, I'm not acting. World's most humble, that's why I'm bragging. You know I'm Paul American, I got him seeing stars. Let's address the elephant, I'm really going hard. When I'm linking with my president, I'm dapping on my dog. He said I'm in my prime, bro, that's what I'm sipping on. I'm not asking for permission. Every hater wanna mention. If I want it, I'ma get it. By any means, you know I'm winning. I don't see no competition. Everyone want my position, but they never had it in them. No, they never had it in them.